Tout à l'heure, je me suis trompé de route, et une fois n'est pas coutume, et il m'a fallu quelque temps avant de m'en rendre compte. C'était une belle route, qui était facile de suivre, je ne voyais plus le balisage, et quand je m'en suis rendu compte, j'ai remarqué qu'il y avait un petit sentier sur ma carte qui me permettrait de rejoindre le chemin à la voie de Vézelay. Eh bien, comme vous voyez, ce sentier a disparu au milieu de la brousse. Ça fait maintenant une demi-heure que je me dépatouille dans les taillis. Bon, j'ai retrouvé le chemin, et laissez-moi vous dire que c'était pas une mince affaire. Heureusement que j'ai un GPS parce que, dans le cas contraire, je crois que je ne serais jamais sorti de mon village. J'y serais pas arrivé. Eh bien, je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais aujourd'hui, si tout va bien, c'est-à-dire si Romain arrête d'aller se promener dans les bois, on devrait arriver à Vézelay. Et Vézelay, c'est une étape importante sur le chemin pour... en fait, c'est un point de départ du chemin pour les gens qui ne partent pas de chez eux. Donc je me demande à quoi ça va ressembler. On m'en a beaucoup parlé, on m'en a beaucoup dit de bien, il paraît que c'est un endroit assez impressionnant, entre guillemets. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je me méfie un peu. Dans ces moments-là, quand on vous parle beaucoup d'un certain endroit, vous vous en faites une idée et puis vous arrivez et vous êtes un peu déçu. J'ai essayé de ne pas laisser mon imagination courir trop loin. Eh bien, hier j'étais au camping de Arcy-sur-Cure. J'avais envie de partager une vidéo avec vous, mais le wifi n'était pas assez fort et donc elle arrivera seulement quand ce sera possible. C'est une belle et chaude journée. Mais dimanche, ils annoncent jusqu'à 36 degrés. Je ne m'en réjouis pas. Il fait bien meilleur ici. On arrive à un petit hameau qui s'appelle Héroda. Et ça s'écrit un peu comme Hérode. Ce qui est amusant considérant qu'on arrive à Vézelay, qui est un endroit important pour les chrétiens. Elle me rappelle la légende d'Excalibur, cette croix. Là-bas, dans le lointain, vous devinez le village ou la ville, je ne sais pas, d'Aquin. Je me demande si c'est un rapport avec Saint François d'Aquin. Non. Saint Thomas d'Aquin. J'en perds mon latin.
peut-être que je me trompe, et que c'est déjà Vézelay que je distingue d'ici. Devant moi, il y a deux pèlerins aussi que j'ai rencontrés hier. Ce sont des Flamands qui parlent un français impeccable. Toute la journée, la tête est occupée par des pensées. Et la pensée est fondamentale dans la vie de l'être humain. C'est le savoir. Et nous en avons besoin pour naviguer la jungle, ou la jungle de béton dans laquelle nous vivons. Mais imaginez un homme qui vit au cœur de la forêt amazonienne. Cet homme aspire à devenir le meilleur chasseur du village, à épouser la plus belle fille du village, et finalement à en devenir le chef. Mais cet homme a un frère qui est bien meilleur chasseur que lui, qui finit par épouser la fille qu'il voulait lui-même marier, et c'est son frère qui finit par devenir le chef du village. Imaginez la jalousie, le ressentiment, la détresse de cet homme. Notre technologie a considérablement évolué depuis l'époque où nous vivions tous, nous autres les êtres humains, au fin fond d'une forêt. Mais la jalousie, la souffrance, le ressentiment que nous connaissons aujourd'hui sont toujours les mêmes. Il semblerait que nous ne soyons pas parvenus à nous libérer de toute cette souffrance psychologique. Et ce mal-être tourbillonne, donne naissance à la violence, au meurtre, à la guerre. Le meurtre, la guerre, le suicide, ne serait-il pas le paroxysme de la souffrance et en fait par là même du moi? Cette construction mentale, imaginaire, qui nous a aliénés du reste du cosmos. Il est dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais connais-toi toi-même. Dans cette maxime, on oppose le savoir à la connaissance. Le savoir, c'est l'information qui est enregistrée dans la mémoire. Je ne pense pas qu'il soit dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », c'est-à-dire « Oublie tout ce que tu crois savoir ». Mais souviens-toi que ton parfum de glace préféré, c'est la mocha, ou bien que le samedi soir, tu aimes bien aller danser au nightclub. La connaissance, c'est la conscience. Lorsqu'il est dit « Connais-toi toi-même », je dirais qu'il s'agit de « Connais-toi toi-même maintenant ». Ici et maintenant, quelle est la posture de la tête, de l'esprit? Quelle est la posture du cœur, des émotions? Et quelle est la posture du corps? L'activité mentale de l'être humain n'est pas faite seulement de la pensée, elle a un autre versant qui est l'attention. Et jusqu'ici, peut-être que toute la journée, l'attention aurait pu être complètement stupéfiée par la pensée, par la voix imaginaire qui est entendue au niveau de la tête. L'attention serait un équilibre entre deux extrêmes. La concentration, d'un côté, et l'inattention de l'autre. Toutes les deux seraient des formes de l'exclusion. Ici et maintenant, lorsque nous élargissons notre attention, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du corps, qu'est-ce que cela fait au cerveau? Une attention totale, inconditionnelle, est donnée à la réalité telle qu'elle est ici et maintenant. Il y a la respiration et l'espace autour de la respiration. Quel est l'état du cerveau? Il y a les épaules et l'espace autour des épaules. Ne semblerait-il pas qu'un esprit totalement attentif, totalement actif et totalement silencieux? L'esprit est libéré de la source de sa souffrance psychologique. Les pensées de cet homme qui vit au fin fond de la forêt amazonienne et qui a tellement d'ambition tournoient, mais s'il prend soudain conscience que son attention peut devenir aussi acérée qu'un sabre et trancher au travers du rideau de la pensée, il revient ici et maintenant. Dans cet ici et maintenant, n'est-il pas possible de trouver un nœud à l'intérieur du corps? Une sorte d'inadéquation. Et est-il possible de ne rien faire avec ça? De ne pas chercher à la supprimer ou à l'accepter? Simplement de le toucher avec respect et bienveillance. Et surtout de retirer l'image mentale que l'on pourrait avoir de ce nœud.
Si un chirurgien nous ouvrait le corps avec un scalpel, il ne trouverait pas là un nœud. Si nous imaginons un nœud et que nous le projetons dans le corps, et que nous essayons de nous libérer de ce nœud, en réalité nous nous battons avec notre imagination. Mais un chirurgien pourrait trouver qu'il y a là une tension. Est-ce que c'est possible de ne pas se concentrer sur cette tension, de la toucher avec respect et bienveillance, sans perdre de vue l'espace qui l'entoure? N'est-il pas alors quelque chose de plus paisible qui prend place? Et cette quiétude, à son tour, ne peut-elle pas être touchée avec respect et bienveillance, en retirant le mot quiétude, et peut-être les images mentales que l'on a inventées de cette quiétude? Je crois que c'est un processus que chacun doit prendre le temps de mener par soi-même, à son propre rythme. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même ici et maintenant. Nous avons toujours cette opportunité de ramener l'attention sur la posture de la tête, la posture du corps, la posture du cœur, et de vivre cette réalité pleinement telle qu'elle est, ici et maintenant. À partir de là, le corps qui est conditionné à aimer certaines choses, à détester d'autres choses, qui a toutes sortes de préférences qui sont des réflexes. Le corps qui respire, sa respiration est un réflexe. La mémoire produit des pensées, ces pensées sont un réflexe. Il y a la croyance qu'il y a quelqu'un qui fait tout ça. Ce quelqu'un, cette croyance fait partie du conditionnement. Toute cette énergie, dans cette écoute inconditionnelle de la réalité telle qu'elle est, est-ce qu'elle ne finit pas par s'apaiser? Et alors l'activité du corps continue. Il est toujours aussi conditionné à aimer certaines choses. Je ne peux pas vous parler de géopolitique ou bien de l'histoire du Vietnam parce que je n'ai pas vraiment d'intérêt pour ces sujets de conversation-là. Je vous parle des choses qui m'intéressent. Et d'ailleurs mon corps va là où la pensée se trouve quelque part à Compostelle. Ça fait partie du conditionnement de cet organisme. Mais le voyage certainement est beaucoup plus agréable, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Si on peut vivre pleinement tous les nœuds qui apparaissent, alors chaque étape du chemin devient simplement plus tranquille. Et j'avais envie de partager ça avec vous. La vie reste la même, mais la manière dont nous l'abordons change. Parce qu'elle n'est plus abordée à partir de moi, à partir de quelqu'un. Cette impression de séparation entre la vie et soi disparaît dans cette attention inconditionnelle. La respiration apparaît spontanément, la pensée apparaît spontanément. Tout ça jaillit de la vie. Et à mesure que nous regardons les choses, non plus du point de vue du moi, mais du point de vue de la vie, c'est-à-dire de la conscience elle-même, notre énergie ne s'apaise-t-elle pas? Ce village est tout à fait pittoresque. On arrive à Vézelay. On va aller tout là-haut.
Tout à l'heure, je suis passé par Aquin parce que j'avais vu sur ma carte qu'il y avait un dojo zen là-bas. J'avais envie d'aller faire un petit tour. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais je me disais que je pourrais y faire une belle rencontre. J'avais cette intuition-là. Je ne suis pas bouddhiste moi-même, mais j'ai bien aimé explorer ce que c'était que le bouddhisme zen. J'ai été particulièrement intéressé par des auteurs comme Huangpo, La transmission de l'esprit, ou encore Taku Hanso, L'esprit indomptable, si jamais vous cherchez des lectures spirituelles. Eh bien, il se trouve que, à mon habitude, je me suis un petit peu égaré, je me suis trompé de rue. Et en me trompant de rue, je suis passé devant un café, et un homme d'un certain âge qui était là, qui était assis, m'a arrêté, et il a commencé à me parler. Et il m'a dit que je n'avais pas besoin de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, que je pouvais déjà tout faire, que j'étais le seul à m'empêcher de faire les choses que je veux faire et que personne ne peut m'en empêcher. Il m'a dit toutes ces choses-là, que je savais déjà, mais qui m'ont fait chaud au cœur malgré tout. Et il m'a mis en garde contre la montée vers Vézelay en me disant qu'elle était très difficile. Pour un marcheur qui a fait déjà un mois de randonnée, je dois dire qu'elle n'était pas si compliquée que ça. Mais il m'a profondément encouragé. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et alors je savais qu'en arrivant dans cette rue où le dojo zen se trouvait, je savais qu'il ne se passerait rien, parce que la rencontre avait déjà eu lieu. Et effectivement, j'ai trouvé porte de bois là-bas. J'ai donc escaladé cette petite pente vers Vézelay, et lorsque je suis arrivé là-bas, je suis tombé nez à nez avec la basilique, et elle était assez impressionnante. Mais je dois dire que dans l'ensemble, en réalité, même si Vézelay est très beau, très pittoresque, l'endroit m'a épouvanté. C'était plein de gens, je ne m'attendais pas à ça. Évidemment, ça ne pouvait pas être désert, mais je ne m'attendais pas à ça. C'était plein de touristes, et c'était pas du tout dans ma démarche. J'ai l'habitude de marcher en méditant, en me vidant la tête, ou bien en m'interrogeant sur la nature de la pensée, la nature de l'attention. J'essaie d'approfondir continuellement ma recherche. Et le fait d'arriver au milieu de ce parc à touristes, j'étais décontenancé. Alors, je suis quand même passé par un centre qui s'appelle Marie-Madeleine, et j'ai obtenu là-bas une crédentielle. Et donc maintenant, il ne me manque plus que le coquillage, et je suis presque un vrai pèlerin. Et puis, je me suis sauvé de la ville. Il y a un camping un petit peu à l'extérieur, et je vais bientôt monter ma tente ici. Je suis là au camping. Et bien, je vais faire ça. Et puis, je vais aller prendre une bonne douche, m'occuper un petit peu de mon équipement. Et puis, le pèlerin est fatigué après une journée de marche. Moi, je vous dis à demain. À demain, les pèlerins.